Le 28 août 1789, durant les premières séances de l'Assemblée nationale, les représentants du tiers-État s'installent à gauche de l'hémicycle et les autres à droite. Voilà, la gauche et la droite politique sont nées. J'espère que ça résonne, à la semaine. C'est pas si simple que ça. Enfin si, mais pour mieux comprendre, faut revenir en arrière. L'année 1789, c'est une année charnière dans l'histoire de la France, puisque c'est l'année de transmission du pouvoir du roi au peuple. Et tout commence le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Le pays traverse une grave crise économique et la famine enflamme tout le pays. Le roi convoque alors les États généraux, qui sont des représentants du tiers-État, du clergé et de la noblesse, pour trouver une solution à la situation. Pendant ce temps-là, les Parisiens qui meurent de faim s'organisent pour aller demander des comptes à rendre au roi. Arrive le jour du 14 juillet où les émeutiers s'emparent de tous les fusils qui sont situés aux Invalides. Cependant, les fusils ne sont pas chargés. La poudre et les munitions, elles, se trouvent dans le fort de la Bastille. Toute la foule s'y retrouve et rapidement, malgré les tentatives de négociation avec les gardes du fort pour récupérer sans violence les munitions et la poudre, les émeutiers forcent les portes, tuent les gardes pour libérer les prisonniers et récupérer ce dont ils ont besoin. C'est le premier événement de révolte populaire de cette ampleur, et c'est ce qui contribuera notamment à choisir la date du 14 juillet comme date de fête nationale, fête du pouvoir du peuple. La nouvelle de la prise de la Bastille répand la révolution dans le pays. Les villageois attaquent les châteaux les plus proches et brûlent les terriers, qui sont des registres consignant tous les privilèges et tous les droits féodaux d'un seigneur. Face à cette agitation, les députés sont coincés. Comment calmer la situation ? On ne peut pas attendre que des milices de bourgeois et de nobles aillent attaquer les paysans, puisque ça ne ferait que faire monter la pression. D'un autre côté, on ne peut pas utiliser l'armée du roi, au risque que celui-ci récupère son pouvoir et sape tout l'esprit de la révolution. C'est donc dans cette situation, la nuit du 4 août 1789, que les députés prennent la décision d'abolir les droits et les privilèges des seigneurs. C'est le début du rétablissement d'une certaine égalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un des textes fondateurs de la Première République qui naîtra en 1792. Mais pour l'heure, c'est l'affirmation d'une volonté du peuple de sortir de sa condition et d'ériger les valeurs des Lumières en exemple d'humanisme. 2 jours plus tard, le 28 août 1789, a lieu un débat au sein de l'Assemblée nationale de l'époque pour savoir si le roi, qui était présent, aurait un pouvoir dans le système législatif. Ce pouvoir, c'était celui du veto. Soit il jouissait d'un droit de veto absolu, c'est-à-dire que quand il disait non, c'était non, et que donc potentiellement ça réinstaurait une forme de monarchie, soit il bénéficiait d'un droit de veto suspensif, un pouvoir nettement moins fort, ce qui contribuait à la mise en place d'un système constitutionnel, comme à l'heure actuelle au Royaume-Uni par exemple. Lors du vote, et comme je le disais plus tôt, les représentants du clergé et de la noblesse se sont placés à droite de l'hémicycle, c'est un côté qui est jugé plus royal, et les représentants du tiers-État, eux, se sont placés à gauche de l'hémicycle. Et les deux groupes bien séparés pour faciliter le comptage au moment du vote. Dans cet hémicycle, des groupes se créent et se créeront toujours, comme les montagnards et les girondins qui se feront la guerre pendant plusieurs années, avant de voir chacun de leurs chefs respectifs, Danton et Robespierre, se faire guillotiner. Ce qui, d'une certaine manière, peut ressembler à peu de choses près à ce qu'on voit aujourd'hui dans notre Assemblée nationale. J'espère que ça résonne, à la semaine prochaine.